Les changements climatiques marquent de jour en jour l'agriculture algérienne. Avec plus de 41 millions d'hectares de terres agricoles, ce secteur joue aujourd'hui un rôle central dans l'économie nationale et la vie quotidienne des Algériens. Mais comment ce secteur crucial va-t-il s'adapter à ces changements? Quelles sont les mesures à adopter aujourd'hui pour renforcer la résilience de l'agriculture face aux défis climatiques grandissants? Au cœur de cette dynamique, alors que près d'un quart de la population active travaille dans l'agriculture, quelles stratégies sont mises en place pour transmettre le savoir-faire, encourager la recherche et stimuler l'innovation au sein de ce secteur vital? À l'heure où l'avenir de l'agriculture algérienne est en jeu, quelles perspectives s'ouvrent devant ce secteur dans un contexte de changement climatique toujours plus pressant? Toutes ces questions et bien plus encore seront abordées dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, un rendez-vous hebdomadaire proposé par votre quotidien Al Watan où des experts chevronnés partagent leur vision et leur expertise. Prêt à faire le point de cette actualité ensemble? C'est parti. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al Watan. Comme vous venez de le voir, la thématique de ce soir est l'agriculture et les changements climatiques. Notre invité VIP de ce vendredi est M. Brahim Zitouni, vice-président du GRFI. M. Zitouni, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, M. Zitouni, première question très importante. Selon vous, pourquoi le planificateur algérien est passé de l'industrie à l'agriculture aujourd'hui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, c'est une question importante. Disons que dans les années 60-70, nous avions un paradigme idéologique qui plaçait la valeur travail, et en particulier sa plus-value, dans le domaine de l'industrie de manière très spécifique. Et on pensait à l'époque qu'une accumulation du capital rapide pourrait être réalisée uniquement par l'industrie et non pas par l'agriculture qui est une sorte d'accumulation du capital plutôt primaire, alors que l'industrie est une accumulation du capital, de l'intensité capitalistique. Et donc on pensait qu'on générerait des revenus suffisamment puissants pour pouvoir réinvestir dans l'agriculture. Il se trouve que le modèle industriel algérien s'est d'abord préoccupé de faire une industrie de base avant de faire une industrie de détail, contrairement par exemple au modèle sud-coréen qui lui a commencé par être l'atelier textile du monde avant de fabriquer les machines textiles et de fabriquer la fibre synthétique. Nous avons essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire que en nous inspirant d'un modèle qui est plutôt un modèle allemand, d'aller vers une directive, d'aller vers une direction et une orientation de l'industrie pilotée par le haut. Nous avons oublié le marché et nous avons été très autoritaires dans notre développement, ce qui n'a pas permis de développer un marché permettant de réaliser une industrie qui soit elle-même créatrice de chaînes de valeur. Aujourd'hui, après 40 ans de développement industriel et au vu de ce que nous avons raté, mis à part dans la pétrochimie, où nous avons plutôt bien réussi dans les années 70, le planificateur, en raison d'un certain nombre de changements géopolitiques, le Covid, la guerre russo-ukrainienne, a décidé d'inverser les priorités. Encore faudrait-il ne pas, cette fois-ci, rater un modèle de développement agricole comme nous avons échoué dans un modèle de développement industriel. Et là, il faut être vraiment concentré pour pouvoir faire correspondre notre sociologie agricole à notre agriculture et bien réfléchir à ce qu'est notre paysannerie, parce que pas d'agriculture sans une intégration de la paysannerie. Et il nous faut donc, avant même, j'allais dire, des agronomes, des sociologues qui interrogent la société
qui réfléchit la façon dont est réalisée la structuration de la population agricole pour mieux ajuster un modèle de développement agricole. D'accord. Alors justement, cet inversement de priorité en faveur de l'agriculture aujourd'hui intervient au moment où les changements climatiques la rendent plus difficile. N'est-ce pas paradoxal un peu ? Oui, vous avez parfaitement raison de souligner ce paradoxe. Alors qu'il aurait été évidemment plus facile de développer l'agriculture dans les années 60 ou 70, aujourd'hui, d'autant que nous avions une population rurale très importante à l'époque. Nous avons passé 50% d'urbains ruraux en 1980-81. Aujourd'hui, nous sommes à 75% quasiment d'urbains, alors que les ruraux ne représentent que 25%. Et encore, si on va vers la population agricole, le chiffre est encore moindre. Donc nous avons moins de population pour faire plus d'aliments. Et donc là, c'est un véritable défi. Mais il faut aussi, à contrario, lorsqu'on interroge la démographie, comprendre que nous avons encore une population rurale très importante en Algérie. Nous sommes un des rares pays où nous avons entre 15 et 16 millions de ruraux en Algérie. C'est-à-dire que l'exode rural qui était impliqué par l'industrialisation et en raison de l'échec de l'industrialisation a été freiné justement parce que le modèle industriel n'a pas été jusqu'au bout de sa logique. Donc nous avons encore la chance d'avoir une population rurale importante et c'est sur cette population rurale qu'il nous faut nous appuyer pour développer une agriculture performante. Or, la développer en période de changement climatique, on voit bien les chaleurs et la température augmente. Le manque de pluviométrie aussi. Absolument, on a vu partout les météorologues nous dire que les températures des mers et des océans augmentaient, les températures aussi des sols augmentent, et donc tout cela impacte forcément à la manière de faire de l'agriculture, et donc en réalité, la véritable question qui est celle d'aujourd'hui n'est pas tant qui sommes-nous, mais où sommes-nous ? Parce que qui sommes-nous ? C'est finalement un questionnement identitaire. Suis-je exactement comme mon arrière-grand-père et mon grand-père ? Alors que où sommes-nous ? C'est mais suis-je sur le même pays ? Le même paysage, le même climat, suis-je sur la même planète ? Est-ce que la planète d'il y a un siècle et demi, là où je vis, est la même ? Je vais vous donner un exemple un peu caricatural, de telle façon qu'on comprenne bien le sens de ma pensée. Mais remarquez bien que la philosophie est la mère de toutes les sciences. Et que malheureusement, nous sommes dans un système éducatif qui ne privilégie pas la pensée philosophique, alors qu'elle est le cœur même des sciences dures et des sciences molles. Maintenant, pour revenir à votre question, hier, nous pouvions avoir un Nord constantinois totalement consacré au blé dur. J'ai eu la chance de partir dans le Constantinois il y a 3 semaines, et tous les versants sud sont totalement brûlés. Malheureusement. Oui, mais ça veut dire quoi ? On reste comme ça ? Chaque année après année, on va toujours faire du blé dur là-bas ? C'est pas évident. Très bien. Il faut vraiment s'adapter, quoi. Alors, mais imaginez les changements qu'il faut faire. Les paysans locaux ont une connaissance immatérielle de leur grand-père. Ils savent faire du blé dur. Ils ne savent faire que du blé dur. Très bien. Alors maintenant, comment changer l'agriculture pour amener ces paysans qui ont une tradition millénaire sur le blé dur pour faire autre chose ? Vous voyez le défi auquel on... Donc ce sont des défis qui sont essentiellement culturels. Ils ne sont pas agronomiques au sens où ils sont techniques. Non, ils sont culturels au sens où il faut une révolution culturelle pour bien comprendre de quelle agriculture il faut. Un autre exemple. Il nous faut aller vers des plantes thermophiles, c'est-à-dire des plantes qui aiment la chaleur. Eh bien, pourquoi classer aujourd'hui le blé dur plante stratégique ? Très bien. On dit que c'est une plante stratégique. Oui, si on réfléchit dans un environnement, dans un univers de l'identité. De qui sommes-nous ? Mais si on réfléchit dans l'univers de où sommes-nous, peut-être qu'il faudrait aller sur le palmier dattier. Parce que lui, il est thermophile. Et à ce moment-là, on rentre dans un autre système agricole, qui n'est plus celui de la monospécialisation sur une espèce, mais une différenciation de plusieurs espèces sous couvert végétal du palmier dattier. Et là, on retombe sur un système
que d'autres aïeux, qui sont les nôtres, du Sud, ont inventé, c'est-à-dire le système oisien. Et alors, ça veut dire quoi? Que l'oasis va aller vers le Nord. Ouais. Vous voyez les problèmes que nous nous posons. Ce sont des problèmes qui ne sont plus des problèmes identitaires, ce sont des problèmes qui sont des problèmes culturels, profondément culturels, et qu'il nous faut absolument prendre à bras-le-corps pour réussir. Une transformation de l'agriculture. Oui, donc il faut une transformation du paysan. Vous voyez D'accord. comment c'est pas tout à fait facile à réaliser. Comment introduire de nouvelles quêtes techniques. Par exemple, des techniques agricoles sous couvert végétal pour mieux résister à la sécheresse, alors que nous avons toujours fait des labours. Comment promouvoir une agriculture sans labour mais sous couvert végétal. Ça, ce sont des changements culturels très importants, mais qui nous sont impérativement demandés par les changements climatiques. Sinon, nous allons appliquer des recettes qui donnaient d'excellents résultats au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, mais qui sont inopérants depuis une vingtaine d'années. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de blé dur. Ça veut dire qu'il faut faire du blé dur vraiment dans les régions où on peut irriguer et où les terres peuvent l'apporter. Le reste, c'est de la perte de temps. Vaut mieux aller sur d'autres plantations et d'autres modes de production agricole. Ok, très bien. Donc au moment où aujourd'hui les changements climatiques finalement nous dictent de nouvelles techniques agricoles et de nouvelles stratégies agricoles, c'est ça? Les techniques, c'est ce qu'il y a de plus facile. D'accord. Ce qu'il y a de plus difficile, C'est de travailler sur l'humain. c'est de travailler sur l'humain. Parce que l'agriculture, elle est faite par les paysans. Oui. Et à partir du moment où elle est faite par les paysans, comment amener ces paysans à envisager d'autres cultures que celles à laquelle ils sont habitués depuis des millénaires? Très bien. Ça, c'est le défi fondamental de l'agriculture algérienne. Beaucoup plus que d'autres types de techniques qui, de mon point de vue, vident de leur sens les débats les plus fondamentaux auxquels nous devons faire face. Justement, en parlant de céréales, nous produisons aujourd'hui en moyenne 3 millions de tonnes par an. Et comment on pourrait arriver à notre objectif de produire 9 millions de tonnes aujourd'hui en cette période de transition climatique? Est-ce que c'est faisable? Alors là, vous abordez une question qui est très importante. D'abord, je vais vous dire qu'il y a deux grandes écoles dans l'agriculture algérienne. La première école, il y en a qui disent que de toutes les façons, au vu de notre nature non plus semi-désertique, mais maintenant quasi désertique, nous sommes condamnés à l'importation de nos matières agricoles de base, qui sont les céréales, le lait, enfin la poudre de lait, pour ce qui nous concerne, d'accord, les huiles et le sucre. Et que, au vu de la nature de nos terres, nous sommes condamnés ad vitam aeternam à importer ces matières de base. Il y a des tenants dans l'agriculture qui défendent cette thèse. Il y en a d'autres, inverses, qui disent quoi? Ah, le Sahara, c'est l'Eldorado, c'est la Nouvelle-Floride, on a de l'eau à profusion, il suffit juste de tirer de l'eau, d'arroser, et nous pourrons répondre à l'ensemble de nos besoins. Je ne suis ni de la première école, ni de la seconde. J'allais vous poser la question, vous êtes dans quelle école? La première est une école qui défend la rente pétrolière. La seconde est une école qui ne tient pas compte de la réalité du « où sommes-nous » D'accord. et qui se laisse emporter par les sentiments de « qui sommes-nous ». Donc, en réalité, ce qu'il faudrait réaliser, c'est une approche différenciée, intégrée, intelligente de ce que peut être une autosuffisance des céréales, basée sur les blés durs, bien entendu. C'est une céréale millénaire et qui peut donner d'excellents rendements pourvu qu'un certain nombre de conditions soient atteintes. Mais je voudrais quand même mentionner les avancées de l'agriculture aux États-Unis. Aux États-Unis, là où il y a 30 ans, on faisait du maïs, le Texas par exemple, aujourd'hui on fait du sorgho. Et là où on faisait des champs monospécialisés en une plantation, on fait maintenant 10, 12, 15 céréales en même temps dans une parcelle de terrain. Parce qu'on considère que face au changement climatique, c'est la variété des espèces sur une parcelle qui peut nous permettre,
en fonction des aléas climatiques, de pouvoir avoir au final un bon rendement si on varie suffisamment le panier des céréales qu'on met en terre. Et vous voyez là, on retrouve une vieille pratique de nos aïeux qui ne faisaient jamais que du blé dur. Ils faisaient plusieurs céréales à la fois, de telle façon qu'ils soient sûrs que si une céréale particulière ne donne pas le rendement, l'autre céréale donne suffisamment de rendement pour équilibrer la production. Donc, si ces grands pays qui ont développé toute une science agronomique incitent leurs grandes multinationales à aller dans ce sens-là, peut-être que faudrait-il, nous, y réfléchir. Or, qu'observe-t-on ? Nous observons qu'au moment où les États-Unis reviennent du maïs, nous nous y mettons. C'est quand même assez paradoxal que, alors qu'aux États-Unis, dans des conditions de sécheresse, on opte pour le sorgho, nous, on décide d'opter pour le maïs dans nos déserts, alors que le sorgho est tout à fait adapté à nos conditions, d'autant que des pays voisins, comme le Niger, le Mali, ont des espèces de sorgho multicoupes, fourragées sur l'année, qui peuvent parfaitement être adaptées à notre environnement, puisque c'est grosso modo le même, et que nous aurions tout intérêt à tourner notre regard vers les agricultures des pays sahéliens pour mieux envisager notre agriculture. Vous voyez, ce sont des questions fondamentales. Il nous faut absolument réfléchir à une politique vers les céréales, indispensable, bien entendu, mais ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. D'accord. Justement, toujours dans la question de l'agriculture et des changements climatiques, aurons-nous aujourd'hui suffisamment d'eau pour l'agriculture? Parce que c'est aussi un gros problème. L'eau, l'agriculture, c'est d'abord une semence et de l'eau. Bien sûr. Or, l'eau pluviale, aujourd'hui, se raréfie. Effectivement. Et nous sommes dans l'obligation d'aller vers du soutirage de nos eaux, y compris dans l'Albien. Or, ne voilà pas que cette eau-là est aussi sollicitée par d'autres industries. Et parmi les premières de ces industries, les hydrocarbures. Les hydrocarbures ont besoin d'eau, le secteur des hydrocarbures a besoin d'eau pour maintenir l'équilibre de pression au niveau géologique pour sortir plus de pétrole. Et c'est pour ça qu'on injecte de l'eau dans les puits. Or, cette eau, elle vient bien de l'Albien. Donc nous sommes dans, grosso modo, pour un baril produit, 12 barils d'eau consommés. On est très loin. D'accord ? C'est énorme. Et on dit qu'on va vers une option hydrogène, qu'on appelle hydrogène vert, et je mets les guillemets parce que la verdure, il faut me la démontrer, où l'hydrogène est produit grâce au solaire, c'est pour ça qu'on l'appelle vert, mais c'est quand même une dissociation de la molécule H2O, l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Et ça veut dire qu'on consomme de l'eau pour produire de l'hydrogène. Effectivement. Alors nous sommes en période de sécheresse. Nous avons, quels que soient les gisements que nous avons, estimés en 30 000 milliards de mètres cubes et 60 000 milliards de mètres cubes dans notre Sahara, et quelle que soit cette réserve, elle est limitée, et nous devons donc, là, choisir de qu'est-ce que nous devons faire. L'énergie, nous en avons partout en Algérie. Partout. Nous baignons dans un océan d'énergie. Le soleil, comme énergie ultime, mais des matières premières comme l'uranium, comme le thorium, existent en Algérie. Et donc il y a des perspectives énergétiques que nous pouvons réaliser en dehors des hydrocarbures. Par contre, l'eau, pour l'agriculture, on ne sait pas aujourd'hui se passer d'eau pour faire de l'agriculture. Donc je crois que là, il y a une réflexion à avoir au niveau des pouvoirs publics pour essayer de comprendre où doit aller la priorité. D'abord aux populations, pour boire l'eau, mais ça, je crois que les pouvoirs publics ont pris les devants avec le dessalement d'eau de mer. C'est coûteux parce que ça consomme beaucoup d'énergie, aussi, d'accord. Mais les technologies, en particulier du graphène, qui vont venir dans 10-15 ans, ces technologies nous promettent d'abord une consommation énergétique au litre d'eau produit dessalé beaucoup moindre, et un coût
de la cartouche de graphène, bien moins importante que l'osmose inverse que nous avons aujourd'hui. Donc les solutions technologiques commencent à poindre de ce point de vue, et je pense que c'est une option raisonnable et technologiquement fondée d'aller vers le dessalement de notre mer, en particulier pour la côte, là où est concentré l'essentiel de notre population. Mais nous allons avoir une dissociation des territoires où est notre population et des territoires où est notre agriculture, qui va être de plus en plus sudiste. Et là, il nous faut aborder la question de l'eau avec intelligence, de telle façon que nous puissions réserver cette eau essentiellement pour des questions d'agriculture. Parfait. En fait, aussi, dans ce paysage où on dessine la souveraineté agricole, qu'en est-il justement par rapport aux semences aujourd'hui? Bien écoutez, nous sommes à peu près maîtres de 3 semences. Pommes de terre, grâce à une coopération avec le Pérou qui avait débuté au début des années 70, et nous sommes à peu près, je dis à peu près parce que ce n'est pas la première génération de semences que nous maîtrisons, mais la 3e, mais c'est quand même une semi-souveraineté sur la pomme de terre qui est un féculent essentiel dans notre alimentation de base. Donc là, on peut dire qu'on maîtrise. La deuxième chose qu'on maîtrise, c'est le blé dur. Nous avons une collection de semences de blé dur qui a fait ses preuves, et même s'il nous faut travailler dessus pour peut-être améliorer par hybridation un certain nombre de ses caractéristiques, en particulier sa résistance à la sécheresse, nous pouvons dire que là, sur le blé dur, nous sommes équipés de ce qu'il faut. Et là aussi, c'est très important de plutôt axer notre action sur le blé dur, puisque nous avons, bien entendu, un régime alimentaire qui nous oblige, mais nous avons également des semences qui ont un potentiel de développement génétique qui n'est pas encore à son bout. Enfin, nous avons le palmier dattier, où là nous sommes totalement indépendants sur les semences. Nous les maîtrisons parfaitement. Et là, il faut réfléchir à comment utiliser le palmier dattier dans une configuration de mode de production agricole moderne qui dépasse le système moisien et qui offre une perspective agricole pluridisciplinaire, culturelle, sous couvert végétal du palmier dattier, parce que nous maîtrisons les semences du palmier dattier, c'est-à-dire qu'en réalité, en milieu saharien, nous maîtrisons les semences de ce qui constitue le squelette d'une agriculture saharienne. Et là, je crois qu'il y a un effort de réflexion à faire au niveau du ministère de l'Agriculture. Par exemple, au niveau du ministère de l'Agriculture, il n'y a pas encore de département du palmier dattier. Il y a un département pour les grandes cultures céréalières. Il n'y a pas de département pour le palmier dattier. Or, les changements climatiques vont nous obliger à utiliser le palmier dattier de façon intensive et de façon nouvelle. Et donc là aussi, il y a des réflexions et des pistes à ouvrir, de telle façon qu'on puisse d'abord s'appuyer sur un certain nombre de semences que nous avons là immédiatement, mais aussi produire des semences. Vous savez par exemple que tous nos fruits et légumes, ce sont des semences importées. Nous ne produisons aucune semence de fruits et légumes. Et là, à mon avis, le plus simple, c'est de nouer des partenariats avec des technologues internationaux de renom et voir comment, avec eux, on puisse développer l'hybridation d'un certain nombre de nos espèces endémiques pour pouvoir produire légumes et fruits en toute autonomie, c'est-à-dire en maîtrise de la semence de génération 1. C'est ce qui me semble le plus important. Alors, il y a une nouvelle prise de conscience par les pouvoirs publics sur ça. Il y a une banque des semences qui est en cours d'établissement. Très bien, mais c'est une banque. C'est-à-dire qu'elle a en charge de stocker des semences natives. Mais ces semences natives sont très souvent peu productives, même si elles ont des caractéristiques de résistance à la sécheresse importantes. Maintenant, il nous faut réaliser l'hybridation à travers l'économie de la connaissance, à travers des laboratoires de recherche pour pouvoir réaliser les phénotypages et les génotypages qui nous permettront de réaliser des semences qui nous autoriseront à être autonomes. Il y a donc un long travail à réaliser, c'est une action de longue haleine, de long cours, mais comme l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas un investissement d'aujourd'hui pour avoir le lendemain ou l'année d'après. C'est 15, 20, 30 ans pour construire un système agricole autonome et un système agricole qui corresponde à un régime alimentaire qui doit aussi évoluer de son côté. Merci beaucoup, M. Zitouni, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir éclairés.
C'est ainsi que prend fin notre numéro de ce vendredi consacré à l'agriculture au temps des changements climatiques. Restez connectés, nous reviendrons dans une semaine.